Bonjour à tous et toutes. Vous posez la question, pourquoi les journalistes quittent-ils la profession? Pourquoi abandonnent-ils leurs rêves d'enfance et leurs passions pour se reconvertir ou pour faire carrière dans un autre secteur d'activité? Avez-vous cherché à comprendre pourquoi ces journalistes choisissent-ils de quitter ou pourquoi sont-ils sur le point de quitter après avoir consacré de nombreuses années à travailler dans le secteur de la presse? Quels sont les motifs de ces départs et que deviennent-ils après avoir abandonné leur profession? Partent-ils parce que l'activité journalistique est devenue trop dure et trop intense? Si vous ne vous êtes pas posé ces questions, eh bien, elles ont fait l'objet du dernier livre de Jean-Marie Charon, qui est notre invité ce jeudi pour discuter de son dernier livre motivé par un constat. La durée moyenne des carrières des journalistes est de 15 ans. Surprenant, n'est-ce pas? Avec notre invité, nous allons discuter de la réalité de l'activité des journalistes et du désenchantement auquel se heurtent ces hommes et ces femmes de médias. Un sujet abordé dans votre livre intitulé Hier journalistes, ils ont quitté la profession. Un livre coécrit avec Adenora Pigiola, qui est chercheuse à l'Université de Havre-Normandie et publié aux éditions Entremises. Je suis très heureux, Monsieur Jean-Marie Charon, que vous ayez accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. J'espère que nous aurons une conversation très intéressante sur le journalisme. Monsieur Jean-Marie Charon est sociologue spécialisé dans l'étude des médias, chercheur au Centre national de la recherche scientifique et rattaché à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes enseignant en master management des médias à l'Institut d'études politiques de Rennes depuis 1995. Vos recherches et vos enseignements portent sur les médias, le journalisme et l'information. Et vous êtes notamment l'auteur de plusieurs ouvrages. C'est un honneur, Monsieur Charon, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Chers participantes et chers participants, ce webinaire auquel vous participez est organisé par le Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum du Centre international pour les journalistes ICFJ qui est basé à Washington et qui est lancé en collaboration avec le Réseau international des journalistes. Le forum est disponible en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en portugais et en arabe. Et nous avons plus de 10 000 journalistes qui participent chaque semaine à nos activités. Le forum a été lancé pour apporter de l'aide, des opportunités, des ressources aux journalistes du monde entier et leur aider à mieux travailler en cette période de crise sanitaire. Le webinaire est diffusé en direct dans notre groupe privé sur Facebook. Vous pouvez poser vos questions aux panélistes dans les commentaires sous la vidéo en direct, ou pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent via Zoom, vous pouvez poser vos questions directement dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Monsieur Charon, voici ma première question. Pourquoi avoir écrit ce livre? Hier, journalistes, ils ont quitté la profession. Oui, alors, si vous voulez, déjà, je ne suis pas habitué tellement à travailler sur les conditions de travail ou sur ce qu'on appelle traditionnellement la sociologie du travail. Mes travaux ont davantage porté sur des questions de transformation des rédactions, de transformation du métier de journaliste. Et je dirais que, si je voulais un peu caricaturer, j'ai un peu plutôt travaillé sur ce qu'on pourrait appeler la modernisation et la mutation des médias. Et finalement, si vous voulez, on pourrait dire que j'ai été pris à contre-pied de mes recherches. C'est-à-dire que j'avais bien entendu, j'avais bien lu, j'avais souvent rencontré des personnes qui m'expliquaient que les transformations que connaissaient les rédactions conduisaient à ce qu'un certain nombre de personnes se retrouvent sur le bord du chemin, soit parfois se retrouvent en très grande difficulté pour, je dirais, assumer ou accompagner ces transformations. Mais si vous voulez, ce qui m'a interpellé, ce sont des travaux d'autres chercheurs, en l'occurrence d'un centre de recherche de l'Université Paris 2 qui s'appelle le Charisme, qui travaille, lui, sur un mode quantitatif. C'est-à-dire qu'il analyse notamment les dossiers des journalistes, puisque vous savez qu'en France, on a un système qu'on appelle le système de la carte de presse, c'est-à-dire que les journalistes, pour exercer, obtiennent une carte de presse et pour finalement l'obtenir, déposent un dossier, d'abord initialement, puis chaque année, ce dossier est, je dirais, renouvelé par les éléments qui concernent leur activité.
Et donc, ces chercheurs, depuis déjà pas mal d'années, travaillent sur ces données des dossiers de la carte de presse. Et il y avait deux chiffres qui m'avaient frappé. Le premier, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, c'est la durée moyenne d'une carrière de journaliste, 15 ans. Ce chiffre-là, on l'a obtenu, enfin en tout cas les chercheurs l'ont publié en 2016. Donc déjà, c'était une première alerte. Et puis, il y en a eu une seconde. Les mêmes chercheurs ont publié un nouveau travail en 2018. Et là, ils nous disent que les journalistes, les nouveaux journalistes qui ont obtenu leur carte de presse ont abandonné pour 40% d'entre eux la profession au bout de 7 ans. Donc, on s'aperçoit que presque un journaliste sur deux, en quelques années, décide de quitter la profession. Et puis, vous savez, comme partout ailleurs dans le monde, nous avons été concernés l'année dernière, et toujours d'ailleurs, hein, par la pandémie du Covid, et notamment des problèmes où on ne pouvait plus sortir de chez nous, on était obligé de rester, et puis beaucoup de journalistes étaient en sous-activité, voire au chômage partiel, et ça a conduit, en tout cas pour moi observateur, à voir de très nombreux témoignages, de très nombreuses discussions sur Twitter, donc l'un des réseaux sociaux, qui portaient sur la question pourquoi j'ai abandonné la profession, pourquoi je vais peut-être l'abandonner, qu'est-ce qui m'amène à réfléchir à éventuellement la quitter. Et donc, si vous voulez, c'est à partir de là que je me suis dit, parce que je ne voyais pas d'autres chercheurs à ce moment-là qui avaient envie de s'engager sur ce travail-là, je me suis dit, bah, voilà un vrai sujet de recherche qui correspond à cette période de confinement où on réfléchit un peu aux évolutions des choses. Et j'ai proposé à toutes ces personnes-là, de manière complètement libre, est-ce que vous êtes prêts à répondre à des entretiens pour nous expliquer pourquoi vous avez envie de quitter ou pourquoi vous avez quitté la profession. Et j'ai été très, très surpris, ainsi que la personne qui travaillait avec moi, de voir que nous avions une soixantaine de candidats qui se présentaient. En fait, certains d'entre eux, on a été obligé de les mettre un peu sur le côté parce qu'ils étaient encore à l'école, ou d'autres parce qu'il y avait vraiment très longtemps qu'ils avaient quitté la profession. Et donc, on a gardé simplement 55 personnes avec lesquelles on a fait ces entretiens. Alors, certains, c'était des entretiens classiques en face à face, mais le confinement nous a obligés à changer de méthode. Parfois, ça a été au téléphone, ça marche pour moi, ça ne marchait pas très bien. On a fait quelques entretiens par Zoom, comme là, nous sommes en train de le faire. Et puis, finalement, j'ai testé une formule que j'aurais jamais imaginée sans confinement, qui était de voir si on ne pouvait pas échanger par mail. Et je me suis rendu compte que ce système d'échange par mail était très vertueux parce que les gens avaient le temps de réfléchir, ils avaient le temps de se poser dans leur manière de répondre, et on a pu travailler dans la durée. C'est-à-dire, en fait, pendant des semaines et même des mois pour certains, ce qui fait que la réflexion des uns et des autres évoluait au fur et à mesure qu'ils répondaient à leur questionnaire, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est en face à face. L'autre avantage que l'on a obtenu par ce système, c'est que si on avait été tout le temps en face à face, on aurait été un petit peu, je dirais, gêné par la distance géographique. Là, on a finalement des journalistes donc, qui travaillent tous en France, entre guillemets, mais la France, ça peut être aussi aux Antilles, ça peut être aussi en Nouvelle-Calédonie, donc un certain nombre de ce que nous appelons les territoires ultramarins, et donc des journalistes qui sont à distance qu'on n'aurait jamais pu interroger. Voilà, si vous voulez, un peu le cadre de ce travail. Et effectivement, on a été très frappé à la fois par l'investissement de ces personnes dans la manière de répondre, et puis aussi toute la dimension émotionnelle, affective, mais aussi extrêmement profonde de leurs propos. Au début, lorsque vous avez lancé l'appel à témoignages sur Twitter, est-ce que vous vous attendiez à autant de réactions, autant de volontaires pour Non, participer? pas du tout. Non, non, j'imaginais qu'on aurait peut-être une vingtaine de personnes qui accepteraient de nous accompagner. Je pensais qu'on allait être obligé de beaucoup insister pour que ces personnes acceptent. Et en fait, là, si vous voulez, c'est en quelques jours, spontanément, les gens ont accepté et aucune personne parmi eux n'a abandonné en cours de route.
hein. On a pu pousser l'expérience jusqu'au bout et l'enquête va continuer parce que l'idée, c'était pas de s'arrêter à un livre. Le livre, c'est un peu une étape, une manière de faire une alerte sur ce sujet-là. Et on poursuit et notamment, je pense, continuer avec ces personnes-là, plus d'autres personnes en fonction des focus qu'on va choisir de développer pour essayer d'approfondir un sujet ou un autre. Il y a un constat frappant lorsqu'on lit votre livre. Les candidats de votre enquête ils sont très jeunes. Ils ont moins de 35 ans. Pourquoi ce sont les jeunes qui partent si facilement? Pourquoi ces départs ne concernent que les jeunes? Pourquoi ça n'arrive qu'à eux, les jeunes? Oui, alors vous avez raison. En fait, on a trois publics. Hein, ce n'est pas aussi homogène qu'on aurait pu l'imaginer. Souvent, les gens me disent, mais qui sont ceux qui partent? Et je suis obligé tout de suite de dire, c'est pas si simple que ça. On a en fait des catégories différentes. Alors c'est vrai qu'il y a des jeunes, c'est presque la moitié, effectivement. Donc, comme vous le disiez, nous pour jeunes, c'est moins de 35 ans, sachant que beaucoup de personnes rentrent dans cette profession parce que les études sont longues vers 24, 25 ans, donc ça fait des carrières effectivement très courtes. On a aussi une autre catégorie très importante en nombre, ce sont les quarantenaires, et là ce sont surtout des femmes. Et puis on a aussi des plus de 50 ans, des gens qui seraient plutôt en dernière partie de leur carrière, et là disons leur motivation c'est souvent de dire ça fait une modernisation de trop, une réorganisation de trop, et effectivement, on préfère arrêter. Alors, pourquoi pourquoi autant de jeunes? Alors, il y a beaucoup de choses qui se croisent dans leur réaction, mais déjà, il y a deux choses très fortes qui nous ont frappés. La première, c'est le poids de la précarité. Hein, c'est-à-dire beaucoup de ces jeunes qui ont fait des études très longues vont avoir énormément de mal à entrer dans la profession. Alors précarité, ça peut être des contrats à durée déterminée qui vont être plus ou moins longs, qu'ils vont devoir renouveler dans la même entreprise ou aller chercher dans d'autres entreprises. Ça peut être aussi ce que nous, on appelle les piges, hein, parce que c'est le système français où on a une loi particulière. Enfin, on va dire que ce sont les journalistes qui travaillent en freelance, quoi, hein, et donc qui travaillent à la tâche d'une certaine manière, hein, article après article, ou sujet de vidéo après sujet vidéo. Et puis, ces gens-là, souvent, il ne faut pas se le cacher, ont souvent des périodes de creux, ils sont parfois au chômage, mais ils ont en même temps envie de travailler et parfois ils travaillent de manière bénévole, notamment pour des ONG, des associations, etc. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, s'ils ont le sentiment qu'ils n'arrivent pas à se stabiliser dans une rédaction, eh bien, ils vont souvent avoir envie de s'interroger sur le fait de savoir si ça mérite de continuer. Alors, il y a ce problème de se stabiliser, puis il y a le problème de est-ce qu'on a de quoi vivre? Et on a été frappé de voir que beaucoup d'entre eux étaient dépendants, soit de leurs parents qui continuaient à les aider à vivre ou à les loger parfois, soit vis-à-vis d'un conjoint. Et là aussi, au bout de quelques années, eh bien, ils se rendent compte qu'on ne peut pas comme ça vivre tout le temps, je dirais, lié dépendant de son conjoint. Donc, si vous voulez, c'est une première catégorie. Et là, ceux-là, ils ont peut-être d'autant plus de facilité à se dire faisons autre chose que, comme on l'a vu, les études ont été très longues, elles sont de bon niveau, et du coup, ça leur permet de réfléchir à d'autres professions dans lesquelles ils vont pouvoir se reconvertir. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ce qui est frappant, c'est que beaucoup vont se tourner vers l'enseignement, notamment parmi les jeunes. Et ils le peuvent d'autant plus qu'ils ont un bagage universitaire qui leur permet d'aller vers l'enseignement. Alors, ce n'est pas le seul... je dirais le seul groupe. Il y a un deuxième groupe parmi les jeunes qui peut paraître assez différent, puisque eux sont rentrés tout de suite dans les rédactions. Mais ils sont rentrés tout de suite dans les rédactions parce qu'on les a pris pour travailler essentiellement dans des desks numériques, des desks web. C'est-à-dire qu'ils vont travailler à traiter de la dépêche d'agence, à traiter ce qui arrive un peu de partout sur Internet, et ils vont faire de l'information de flux. Et ils vont le faire en temps
en permanence. Autrement dit, ils ont voulu venir dans cette profession parce que c'est une profession où on rencontre les gens, une profession où ils imaginaient qu'ils pourraient circuler, qu'ils pourraient faire beaucoup de choses. Et en fait, ce qu'ils ne vont avoir connu au bout de quelques années de la profession, c'est une chaise, un bureau et un ordinateur. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'illusion, si vous voulez. Ils savaient que, étant jeunes, étant bien formés au numérique, c'est la première chose que les rédactions leur demanderaient. Mais au bout de quelques années, ils se tournent vers leur encadrement, ils leur disent, mais est-ce qu'on peut faire autre chose? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à terme en tant que journaliste? Est-ce que je vais pouvoir faire de l'enquête? Est-ce que je vais pouvoir faire du reportage, des interviews, etc. Et si on ne leur donne pas de réponse et pas de perspective, eh bien, on se retrouve un peu dans la même situation que pour ceux que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien, fort de leur formation, ils se disent qu'est-ce que je peux faire d'autre, et effectivement, ils vont à ce moment-là plutôt aller vers d'autres professions. Lorsque nous avions discuté du sujet dans nos forums, beaucoup de journalistes ont effectivement mentionné la précarité. Et actuellement, sous la vidéo en direct sur Facebook, je lis rapidement un commentaire d'un journaliste. Actuellement, moi, je suis une formation pour ajouter une autre activité au journalisme. Et ça peut faire rire. Dans le forum, il y a un journaliste qui dit ceci: je quitte le métier pour aller construire ma maison parce qu'avec le journalisme, je n'arrive pas à me réaliser. Mais dans votre livre, vous dites aussi quelque chose, que l'objet de votre livre, ce n'est pas la fin des journalistes, la fin du journalisme. Non, effectivement, vous avez raison. Tout l'objet n'est pas de dire que tous les journalistes sont confrontés de la même manière à ces problèmes. Certains vont trouver l'opportunité très vite, peut-être parfois pour des raisons de réseau, hein, parce que leurs écoles, notamment, leur ont facilité peut-être davantage. Je pense que notre invité a un petit souci de connexion Internet. Il sera bientôt de retour, nous l'espérons. Voilà. Il y a effectivement un petit souci d'Internet. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème de connexion. Je ne vous entends pas. Et là, maintenant, vous m'entendez? Oui, c'est bon, tout à fait. Oui, donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ce n'est pas un métier dans lequel on arrive par hasard. C'est un métier que l'on a voulu faire et avec un certain nombre de motivations qui sont beaucoup des motivations, je dirais, de partage avec les autres, de service des autres, de mission auprès de la société. C'est un métier passion. Et donc, lorsque on n'y trouve plus, on a le sentiment que l'activité à laquelle que l'on vous propose ne correspond plus du tout à ce métier passion. Alors certains, d'ailleurs, dans les commentaires, quand nous sommes allés voir des rédacteurs en chef ou des services de ressources humaines, ils nous disent « oui, c'est la confrontation du métier réel face au métier passion ». Certes, et effectivement, tous les journalistes ne sont pas confrontés à la même réalité et donc ne vont pas forcément tous se retrouver poussés à quitter ou pas peut-être à quitter au même moment. Voilà. Monsieur Jean-Marie Charon, à qui imputer la faute de ces départs? Est-ce à la crise financière qui paralyse les médias, à la pandémie du Covid-19?
À qui la faute? Alors, écoutez, je pense que pour pouvoir répondre tout à fait complètement à votre question, je crois qu'il faut regarder un peu effectivement les motivations, je dirais qu'on va retrouver un peu chez tous. Là, tout à l'heure, j'ai eu tendance à découper nos publics par type d'âge ou par type de groupe. On aurait pu dire aussi qu'il y a une surreprésentation des femmes, par exemple, etc. Mais si vous voulez, je pense que déjà, enfin moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les gens, au départ, ne nous parlent, quand on leur demande pourquoi vous quittez, ils nous disent pas conditions de travail, ils nous disent pas précarité, même si on va s'apercevoir par la suite que ça joue un rôle important. Mais ce qui vient tout de suite, c'est la question du désenchantement. Alors ça rejoint ce qu'on vient d'évoquer. C'est un métier que l'on a rejoint par passion, parce qu'on avait l'impression qu'on jouerait un rôle social important, et en fait, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Alors, si vous voulez, au-delà de cette question du désenchantement, on peut dire que c'est un manque de sens, une perte de sens. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on vient de l'évoquer, si on est venu là, c'est parce qu'on veut jouer un rôle social, on veut jouer un rôle auprès des autres, et dans l'activité concrète, eh bien, on a l'impression de faire des choses qui sont superficielles, ou qui sont redondantes, ou qui ne sont pas utiles à la société, voire même parfois qui sont nuisibles. Quand certains vont être confrontés, par exemple, à des informations de mauvaise qualité. Par exemple, on a une personne qui est un journaliste scientifique et qui a été confronté à un problème d'une information fausse qu'on l'a obligé à publier alors qu'il savait pertinemment qu'elle n'était pas scientifiquement établie. Donc là, on peut avoir ce genre de choses. De la même manière, et c'est plus souvent chez les femmes d'ailleurs que ça va se produire, certains vont nous dire j'ai été confronté à des problèmes d'éthique, à des problèmes de déontologie. Donc si vous voulez, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas simplement un problème de crise, mais c'est aussi un problème de période dans laquelle, peut-être parce que le développement du numérique, le développement notamment des réseaux sociaux a conduit à un grand trouble, je dirais, dans le débat public, avec ce qu'on appelait le problème des fake news, enfin le fait qu'un certain nombre de médias probablement se sentent beaucoup trop pris dans une course de vitesse avec les réseaux sociaux et acceptent finalement d'investir énormément de travail journalistique pour des choses qui ne sont pas solides, pour des choses qui en tout cas ne correspondent pas aux attentes des journalistes. Alors après, effectivement, vous avez raison, on ne peut pas ignorer que, par exemple, si on prend le cas de la France, la presse écrite, dans les 10 dernières années, a perdu presque un tiers de son chiffre d'affaires. Et ça a immédiatement des répercussions en termes d'effectifs de journalistes. Par exemple, si vous regardez le nombre de journalistes en France aujourd'hui, il y en a un peu plus de 34 000, on en a perdu pratiquement 10% en une dizaine d'années. Et alors même que à ces journalistes, on va leur demander de travailler sur davantage de supports. On va prendre beaucoup plus de temps pour faire ce qu'on appelle du journalisme assis. Et donc, si vous voulez, ce poids, comme vous l'évoquiez à l'instant, des problèmes de modèle économique, ça va se retrouver en nombre de journalistes, donc en nombre de possibilités, en possibilité d'aller sur le terrain, de pouvoir faire du reportage, de prendre du temps pour faire du reportage. Souvent, les uns et les autres nous disent un reportage aujourd'hui, on n'a presque plus de temps pour le faire. Une enquête, on n'a pas le temps d'approfondir. Enfin, il y a tous ces aspects. Et parfois, il y a aussi des problèmes de manque de moyens. Moins de moyens pour aller loin, etc. Donc, tous ces éléments-là vont effectivement peser, donner le sentiment qu'on a de plus en plus d'intensification du travail et, comme on le disait tout à l'heure, de superficialité, ou qu'on fait des choses qui ne sont que de la mise en forme. Hein. Vous avez cette formule de ce putain de copier-coller, c'est-à-dire quand on fait à longueur de journée du copier-coller à partir de dépêches,
Donc, les gens qui sont confrontés à ça, effectivement, et là, c'est vrai que le modèle économique joue beaucoup. Le modèle économique, il peut jouer aussi beaucoup dans des rédactions qui sont moins nombreuses et à qui on demande de faire davantage. Ça peut se traduire aussi par de la violence de la part de la hiérarchie. Ça peut se traduire aussi par de la violence entre confrères, c'est-à-dire parce qu'il y a davantage, je dirais, de compétition, davantage de friction en interne. Et là aussi, on a été frappé de voir que beaucoup de journalistes, et là ça va être davantage chez les femmes peut-être, vont évoquer des problèmes de violence, de harcèlement et de choses comme ça, qui ne sont pas forcément dus qu'à des problèmes économiques, mais qui sont certainement renforcés par ces problèmes économiques. Monsieur Jean-Marie Charon, vous qui êtes sociologue, dites-nous, comment éviter ce désenchantement? Vous dites qu'il y a des journalistes, il y a des gens qui entrent dans la profession parce qu'ils ont envie de jouer un rôle, donner un sens à ce métier. Quand je prends mon exemple, je suis entré dans le métier de journaliste pour raconter, donner une voix aux populations qui sont marginalisées, les populations qui vivent dans des régions pauvres et dont les histoires ne se retrouvent pas forcément dans des colonnes des médias traditionnels, mais beaucoup ont d'autres raisons pour lesquelles ils sont entrés dans la profession. C'est vrai qu'on ne devient pas journaliste pour s'enrichir. Ce n'est pas ça, en fait, l'objectif de ce métier. Mais pour vous, quelle devrait être la meilleure motivation pour devenir journaliste? Écoutez, moi, je me réjouis de voir que même si les uns et les autres, parce que, si vous voulez, certains pourraient imaginer, en nous écoutant, que finalement, on a affaire à des gens un peu naïfs, qui sont arrivés vers la profession alors qu'ils imaginaient ou gagner beaucoup d'argent ou faire des choses passionnantes. C'est vrai que quand on interviewe les personnes que nous avons vues, on va loin, on leur demande quand ils ont commencé à penser au journalisme, etc. Et certains ont des images enfantines. Ils nous parlent de Tintin, ils nous parlent de personnages comme ça. Mais entre ce moment-là où ils ont commencé à penser journalisme et le moment où ils arrivent dans la profession, ils ont fait tout un parcours déjà très important et notamment de formation. Et là encore, certains nous disent mais les écoles de journalisme ne les préparent pas. Non, c'est pas ça. Je pense qu'au contraire, les écoles aujourd'hui, notamment lorsqu'ils se présentent au concours pour les écoles, et s'ils disent moi je veux être grand reporter ou je veux être présentateur et gagner beaucoup d'argent, on va immédiatement leur dire mais non, mais attends, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus compliqué. Donc tous ces gens-là, c'est pour ça que je vous dis, je me félicite de voir qu'il y a encore cette appétence, cette envie, cette foi dans le fait de jouer un rôle dans la société et pour les autres, mais tout en sachant que ça va être dur. Mais il n'empêche que même si on sait que ça va être dur, eh bien, l'expérience au quotidien peut faire que, soit parce que effectivement vous n'arriverez pas à sortir d'une forme de journalisme beaucoup trop statique, soit parce que vous n'arriverez pas à sortir de quelque chose de beaucoup trop précaire, ou soit parce que vous n'arriverez pas à surmonter des problèmes de difficultés, enfin des difficultés avec votre hiérarchie, avec vos collègues, et aussi, c'est quelque chose qui nous a frappé, et aussi avec l'extérieur, avec souvent, alors je ne sais pas si c'est propre à la société française, mais on trouve aujourd'hui, je dirais, un climat beaucoup plus hostile à l'égard des journalistes, que ce soit de la part des sources, c'est-à-dire les gens vers lesquels les journalistes se tournent pour obtenir de l'information, souvent ils sont confrontés aujourd'hui à des attitudes assez négatives, parfois même assez violentes, notamment lorsqu'il s'agit de mouvements sociaux. Vous savez qu'on a eu un mouvement en France assez important ces dernières années qu'on a appelé les Gilets jaunes, et eux-mêmes s'appelaient les Gilets jaunes. Ça a été de grandes manifestations tous les week-ends, ça a été des occupations sur des ronds-points, etc. Et là, lorsque les journalistes allaient vers leurs sources, c'est-à-dire vers ces gens qui étaient en train de se mobiliser, eh bien, ils ont souvent été extrêmement mal reçus, voire même parfois violentés, confrontés soit à de la violence verbale, soit même à de la violence physique. Donc ça, il y a cet aspect, je dirais, qui n'existait peut-être pas précédemment et qui là va peser davantage. Et puis, il y a aussi
je dirais, un sentiment d'être devenu une profession mal aimée dans la société, et ça, ils le sentent souvent par les réseaux sociaux. Lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux et on leur demande d'aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir parler des travaux, des articles qu'ils ont faits, enfin, etc., répondre à des commentaires à l'égard de leurs travaux, eh bien, souvent, ils sont confrontés à des attitudes très hostiles, des insultes, je dirais des attitudes très agressives, parfois même, notamment lorsqu'il s'agit de femmes, parfois aussi confrontés à des problèmes de harcèlement. Et donc, tous ces éléments-là, effectivement, vont intervenir. Alors, pour transformer, hélas, chez un certain nombre d'entre eux, cette passion qui me semble nécessaire, parce qu'on ne peut pas faire ce métier sans engagement, sans un investissement important, sans une passion, mais en même temps, effectivement, il faut avoir des circonstances et peut-être aussi un caractère qui va vous permettre ou pas, je dirais, d'aller plus loin et de continuer dans cette profession. Monsieur Charon, où vont-ils après leur départ? Vers quel univers professionnel seriont-ils après avoir quitté le métier de journaliste? Alors, si vous voulez, je pense que ça va dépendre aussi en partie de l'âge. Ça va dépendre en partie aussi un peu des types de fonctions journalistiques occupées. Ça va pouvoir aussi dépendre aussi des problèmes qu'ils ont rencontrés. Par exemple, un certain nombre de femmes ont eu des expériences de harcèlement très dures. Certaines ont connu des épisodes de burn-out. Il n'y a pas que des femmes qui connaissent des burn-out, mais plus de femmes connaissent des burn-out. Il est évident qu'on ne se réoriente pas de la même manière lorsqu'on est un jeune journaliste qui a été confronté peut-être à la précarité, mais qui en quelques années peut rebondir, ou quand on a été une quarantenaire qui a été confronté à un long burn-out. Alors, d'où le fait que où vont-ils, ça varie. Mais si vous voulez, ce qui nous a frappé, c'est que beaucoup, et là c'est certainement davantage les jeunes, vont aller vers l'enseignement. Dans notre panel, je ne sais pas si c'est le cas de toute la profession, mais dans notre panel, c'est le débouché le plus important. Et là, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'ils nous expliquent pourquoi, eh bien, c'est parce qu'ils y voient un sens, une mission, faire quelque chose pour les autres, mais aussi parce qu'ils ont les compétences qui leur permettent de le faire sans trop avoir à réinvestir en formation, par exemple. La deuxième grande catégorie, c'est la communication, c'est-à-dire tous ces métiers d'attaché de presse, de communicants, voire d'animateurs de médias, mais de médias qui sont des médias d'entreprise ou des médias de collectivités, d'institutions. Et là, si vous voulez, on est beaucoup sur des journalistes qui vont, par exemple, être des journalistes spécialisés dans différents domaines, et ils vont avoir tendance à aller dans la communication du secteur dans lequel ils étaient spécialisés. Par exemple, s'ils étaient sur des transports, s'ils étaient sur un domaine, sur la construction, enfin, etc., ils vont aller vers ce type d'entreprise. L'autre type de communication qu'on va trouver, c'est pour les journalistes qui travaillent localement, ça va être souvent effectivement la communication des institutions locales, régions, départements, communes. Et là, souvent, ils vont s'occuper de médias, mais de médias institutionnels. Ensuite, on a aussi un certain nombre de journalistes qui vont, et là, ça sera moins nombreux, les deux que j'ai donnés, c'est vraiment le principal. Après, on en a un certain nombre qui vont aller vers des professions qui sont devenues des professions un peu, je dirais, périphériques du journaliste. On fait beaucoup de numérique aujourd'hui quand on est journaliste. Certains vont aller vers le numérique parce qu'ils ont acquis une compétence. Par exemple, on travaille dans les data ou dans la data visualisation, dans des choses comme ça. D'autres parce que dans les rédactions et notamment en presse magazine, on fait beaucoup travailler les gens avec du marketing. Ils ont appris les rudiments du marketing. Ils vont aller vers le marketing. Et puis après, si vous voulez, vous avez des professions qui vont être davantage, alors là c'est beaucoup plus, je dirais, anecdotique, mais vous avez aussi, on est dans une profession dans laquelle la dimension créative existe. Alors la première créativité, c'est souvent l'écriture. Certains sont venus pour le journalisme
pour écrire. Certains ont d'ailleurs écrit des romans tout en étant journalistes. Et là, donc, certains vont aller vers des métiers plutôt de type créatif, soit artistiques, soit artisanaux. Et puis, il y a aussi, et ça c'est aussi chez les jeunes, chez les plus jeunes, il y a aussi ce côté retour vers une autre société, ce qu'on a appelé, nous, en France, le monde d'après. Vous savez, où là, on va avoir tout ce qui tourne autour du bio, de l'écologie, de l'environnement. Et donc, on va avoir des gens qui, curieusement, c'est un peu ce que ça me fait penser à ce journaliste qui va construire sa maison. J'espère qu'il la construira de manière bien isolée, enfin isolée sur le plan thermique. Mais là, vous avez un certain nombre de journalistes qui vont aller vers le maraîchage bio, vers des choses comme ça, la nourriture bio, enfin, vous voyez, de la restauration. Donc, on va avoir, mais ça, c'est quand même souvent lorsque des articles sont écrits sur les journalistes qui quittent la profession, on aime bien écrire là-dessus parce que ça a un côté un peu sympa, rigolo. C'est plus rigolo que de parler de ceux qui deviennent enseignants, par exemple. Comment expliquer le fait que, d'un côté, l'attractivité du métier reste forte? On témoigne, vous le disiez d'ailleurs dans votre livre, le nombre de candidatures aux écoles, au concours des écoles de journalisme, et d'un autre, ces jeunes qui partent. Ce n'est finalement pas un paradoxe? Oui, oui, il y a un paradoxe et comme je vous le disais à l'instant, cette enquête, c'est une étape, enfin je veux dire, ce livre, c'est une étape dans l'enquête parce qu'il y a effectivement des sujets sur lesquels nous avons besoin, je dirais, d'approfondir. Par exemple, je pense qu'il faut que nous regardions davantage en quoi les motivations des jeunes gens qui viennent vers le journalisme, est-ce qu'elles ont toujours été les mêmes ou est-ce que sur 10, 15, 20 ans, 30 ans, est-ce qu'on aurait des motivations qui ont changé? Incontestablement, en tout cas, si on se réfère à ceux qui nous ont répondu, on se trouve vraiment dans un modèle de journalisme qui est vraiment un modèle de journalisme de service des autres, de mission. Alors, je pense que les jeunes aujourd'hui, dans nos sociétés, peut-être justement parce qu'il y a un poids de beaucoup de choses qui tournent autour du virtuel, autour du jeu, je pense, ont besoin, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ont besoin de retrouver un certain nombre de points d'appui, de choses qui leur paraissent importants dans le monde qui va venir, hein, dans le monde vers lequel et dans lequel ils joueront un rôle. Et je pense que dans cette attractivité, il y a vraiment cette volonté de jouer un rôle. Moi, j'ai été frappé, si vous voulez, je me souviens d'une période, puisque ça fait assez longtemps que je travaille sur ces domaines, je me souviens d'une collègue nord-américaine qui, dans les années, si je me souviens bien, 80-90, avait fait une recherche comparative sur les motivations des journalistes dans différents pays. Et notamment, il y avait les États-Unis, il y avait l'Allemagne, la France, un certain nombre d'autres pays. À l'époque, elle avait identifié pour la France le fait que beaucoup qui venaient vers le journalisme étaient plutôt avec une vision du type s'exprimer, on pourrait presque dire briller en société, quoi. Alors qu'aux États-Unis, à l'époque, en tout cas dans son enquête, elle nous disait c'est davantage le travail social, jouer un rôle dans la société. Et c'est vrai qu'en France, c'était moins développé. Je me demande effectivement si, en tout cas au regard de notre enquête, si cette image du journalisme ne s'est pas davantage développée en France que ce n'était le cas il y a 20 ou 30 ans. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on va être davantage désenchanté? Je pense que ça joue. Fait que plus on investit dans une image forte et dans un rôle important vis-à-vis des autres, et plus on va être évidemment pris à dépourvu, à contre-pied, si ce que l'on vous propose est très éloigné de cette vision que l'on avait du métier. Alors, Monsieur Charon, ce désenchantement que vous évoquez en France, je pense que c'est aussi le cas. L'étude n'a pas encore été faite ici en Afrique, mais au vu des réactions des confrères, des consoeurs, c'est vrai que c'est un sujet qui est aussi une réalité ici pour les journalistes africains. Je rappelle aux participants, participantes que nous sommes déjà dans la deuxième phase. Vous pouvez poser vos questions. Nous avons une question qui nous vient d'un part de Monsieur Noël qui dit ceci. Je serais curieux d'en savoir un peu plus
sur les médias les plus touchés par ces départs de journalisme? Y a-t-il une différence significative entre presse locale et nationale, entre presse écrite, radio, télévision? Quel secteur résiste le mieux? C'est la question qui nous vient de Noël. Oui. Alors écoutez, nous, ce qui nous a frappé, c'est que il y a une répartition assez équitable, j'allais dire, des médias. C'est-à-dire toute forme de médias se trouve confrontée. De la même manière que on a eu des fonctions qui sont assez diversifiées que l'on va retrouver dans les départs. Alors après, si vous voulez, c'est un peu compliqué en quelques minutes et oralement d'entrer dans les détails, mais il est clair que le journaliste de presse locale qui va décider de partir, c'est souvent dans un contexte qui est assez différent de celui d'un journaliste qui a travaillé dans une grande chaîne de télévision ou dans une grande société de radio. Par exemple, nous, on a un certain nombre qui viennent du service public, hein, des radios et des télévisions publiques, mais aussi effectivement des radios et des télévisions privées. Par exemple, vous voyez, il y a un sujet qui est très fort dans l'audiovisuel et qui fait partie de ce qu'on a appelé le métier réel, c'est le sentiment qu'on a un métier dont on est de plus en plus dépossédé. Pourquoi? Parce que ces journalistes nous expliquent qu'ils se retrouvent dans des contextes où leur travail est de plus en plus fragmenté. Par exemple, le reporter va, notamment d'une chaîne d'information en continu, on va lui demander d'aller chercher des images et des sons sur de très nombreux sujets dans la journée, mais ce n'est pas lui qui va les monter et c'est encore moins lui qui va décider de la manière dont ces images et ces sons vont passer à l'antenne. Certains, on a une expression qui nous avait frappé, il y en a un qui nous disait on a l'impression d'être devenus des ouvriers dans des lieux luxueux, quoi, donc ça évoque cette question, une question qui est assez spécifique je dirais, à l'audiovisuel. Et lorsque les journalistes vont avoir l'impression qu'ils font un travail qui est devenu superficiel, redondant, comme je disais, tout ça, en audiovisuel, ça va être plutôt ça, c'est-à-dire le fait d'être pris dans un système dont ils ne maîtrisent plus, si vous voulez, la fabrication d'ensemble d'un geste journalistique. Si on est en presse locale, aujourd'hui, ce qui est davantage évoqué, en tout cas en presse écrite locale, ce qui est davantage évoqué, c'est ce problème d'avoir à produire pour de plus en plus de supports. C'est-à-dire qu'on est plutôt moins nombreux, comme on l'a vu à l'instant, hein, parce qu'il y a le modèle économique qui est à la peine, et en même temps, on vous demande de produire à la fois pour votre média d'origine, la presse écrite, imprimée, mais on vous demande aussi de produire pour le web, mais le web, ça peut être de l'information de flux, donc il faut sans arrêt être capable de donner des informations instantanées sur des choses que l'on a obtenues à droite à gauche, de la petite information de local, mais il faut tout de suite la traiter instantanément, l'envoyer sur le système, mais on va vous demander en même temps éventuellement de faire des vidéos, mais en même temps on va vous demander éventuellement de réfléchir à des podcasts, et on va, vous voyez, il y a une espèce comme ça de pression qui devient extrêmement intenable, en tout cas c'est ce que nous disent les uns et les autres, un temps de travail qui devient infini et qui va conduire certains à ce qu'on appelle d'ailleurs l'épuisement professionnel, hein, c'est-à-dire parce que trop de travail, parfois aussi ce trop de travail ayant en face un sentiment d'un manque de reconnaissance, parce qu'en même temps, tout ce qu'on vous a demandé de faire, lorsque vous vous tournez vers votre hiérarchie en disant « mais il y en a trop, mais il faudrait que je puisse souffler, mais il faudrait que je puisse faire des choses plus intéressantes », on vous dit « mais écoute, tu es là dans un média local, c'est ce qu'on te demande, c'est pas la peine d'en faire plus ». Vous voyez, il y a un sentiment de dévalorisation pour ces journalistes-là. Donc, si vous voulez, selon les médias, on va pas avoir toujours les mêmes, on mettra pas forcément toujours les mêmes choses derrière, par exemple, ce sentiment de désenchantement, parce que on a le sentiment que les choses les plus intéressantes, on ne peut pas les faire.
la fragmentation, par exemple, excusez-moi, la question de la fragmentation, par exemple, ça se joue beaucoup aujourd'hui, par exemple, entre la distinction qui apparaît de plus en plus dans les rédactions de presse écrite, entre ce qu'on appelle les journalistes producteurs d'informations, les producers, hein, comme disent les anglo-saxons, et puis les éditeurs. Et là encore, ça veut dire que le journaliste qui a préparé un papier, une enquête, un reportage, une interview, là encore, il perd la main par rapport à la manière dont ce qu'il a fait va apparaître dans les différents médias et dans quels médias. Parce que c'est en fait l'éditeur qui va décider que son papier va aller sur le web ou va devenir, va devenir un papier imprimé, des choses comme ça. Il y a une autre évidence. Les médias sont en crise. Il y a un confrère qui disait ceci, que nous travaillons pour des salaires de misère. C'est un métier où nous ne dormons quasiment pas. Nous n'avons pas de jours fériés ni de week-end et les salaires sont tellement dérisoires. Mais comment sauver le journalisme? Ou ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter ces départs dont on parle? Est-ce que les médias, en se réinventant, en retravaillant sur le modèle économique, auraient pu courber les chines à ce phénomène de départ? Alors, si vous voulez, il est incontestable qu'on est dans une période extrêmement, je dirais, délicate dans l'évolution des médias. Tout à l'heure, j'ai utilisé la notion de mutation, hein, qui est un peu, effectivement, un peu une tarte à la crème, d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'on est dans le passage d'un modèle à un autre. Mon sentiment, en tout cas, quand je travaillais sur ces questions de transformation des rédactions et des médias, mon sentiment, c'est qu'il y a un certain nombre de médias, je dirais, sont un peu fourvoyés dans leur face-à-face avec les réseaux sociaux et avec l'Internet. C'est-à-dire cette espèce de course de vitesse pour faire de l'audience pour de l'audience et produire une information à très faible valeur ajoutée, voire sans valeur ajoutée. Je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, épuise les journalistes, ne produit pas de modèle économique et oblige finalement à revenir ou à se réinterroger sur ce qui va être réellement, je dirais, la motivation du public pour s'intéresser aux médias. Et là, je pense qu'on en vient à la nécessité de revenir à du fond, à du sens. Sur l'Internet, ça veut dire le passage par le payant, hein, l'abonnement, et cet abonnement, même si il peut peut-être être relativement modeste, notamment lorsqu'on s'adresse à des publics qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais il doit avoir correspondance quelque chose d'extrêmement utile pour le public. Et ça veut dire qu'il y a une espèce de bascule que certains médias ont commencé à réussir, où il faut réinvestir dans du journalisme de fond, et il me semble que cette mutation devrait davantage satisfaire un certain nombre de journalistes. Mais il ne faut pas se cacher que cela va se faire avec un engagement important pour des gens à qui on va, pendant des années, je pense, dire mais écoute, le chiffre d'affaires ne permet pas de te donner plus. Vous voyez, il y a un paradoxe qui m'a beaucoup frappé. Parmi ces journalistes qui partent, il y en a un certain nombre que je connaissais personnellement, parce que c'était des journalistes qui avaient fait un tournant très important dans nos médias français, c'est-à-dire ce qu'on appelait faire du slow journalisme, vous savez, du journalisme lent, dans des médias qui sont des médias de fond. Par exemple, vous savez, on a ce qu'on appelle des MOOC, hein, sont souvent des trimestriels qui font de longs reportages, de longues enquêtes, qui sont souvent vendus d'ailleurs assez cher à leur public. Et ce journalisme est souvent assez valorisé, à la fois par le public, mais aussi par les journalistes eux-mêmes, qui disent « Ah, mais travailler comme ça, c'est ce que j'aimerais faire ». Et pourquoi ces gens-là abandonnent alors qu'ils ont, à un moment donné de leur parcours, se sont orientés? Ben, ils nous disent tous que c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à en vivre. Donc, vous voyez, on peut avoir aussi, on peut avoir trouvé, développé un modèle de journalisme qui intéresse de nouveau le public, mais en même temps, le modèle économique n'est pas encore trouvé. Et du coup, ceux qui vont être, je dirais, qui vont devoir subir d'une certaine manière
cette contradiction, eh bien, vont effectivement parfois être obligés d'abandonner. Une autre question d'un participant de M. Hugo. Vous parlez d'une course de vitesse avec les réseaux sociaux. Ne pensez-vous pas que cette course à la vitesse est de rigueur depuis bien plus longtemps, depuis la naissance des médias de presse écrite? Ces problèmes de temps pour réaliser un reportage sont-ils vraiment nouveaux? Si vous voulez, vous avez raison d'insister sur le fait que la question du temps a toujours été une donnée importante en matière d'information. En même temps, c'était une partie de l'information qui était l'information chaude, mais la plupart des médias avaient travaillé sur une certaine forme d'équilibre pour leur public, entre ce qui devait être donné immédiatement et parfois dans des conditions un peu acrobatiques, et en même temps la nécessité d'approfondir, de décrypter, d'analyser et de livrer un travail davantage de fond. Là, ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est un double phénomène, c'est-à-dire que les réseaux sociaux vont effectivement travailler sur l'instantanéité, d'autant plus que les événements auxquels on va assister parfois sont directement, je dirais, connectés aux réseaux sociaux. Par exemple, en France, nous avons connu en 2015 un événement comme les attentats à l'encontre de Charlie Hebdo, vous savez, l'hebdomadaire satirique. Eh bien, les premières images de cet attentat qui ont été produites ont été diffusées immédiatement sur les réseaux sociaux et avant même de passer par un média. De la même manière que dans d'autres régions du monde, un certain nombre de grands mouvements sociaux, je pense notamment à tout ce mouvement social qu'on a connu dans le Maghreb dans les années 2010, en Tunisie notamment, ou aussi ce qu'on a connu à un autre moment en Iran, etc. Souvent, ces mouvements sociaux se connectaient directement avec les réseaux sociaux. Tout à l'heure, je parlais des Gilets jaunes en France, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ces personnes qui se mobilisaient se connectaient directement sur les réseaux sociaux. Donc on a déjà ce problème, je dirais, d'une compétition dans le temps et le fait que finalement, c'est pour ça que je disais course perdue, bien sûr que les médias ne peuvent pas ignorer les événements qui se produisent, même s'ils seront toujours un petit peu en retard, mais ils doivent quand même avoir à l'esprit que ce qui est attendu d'eux par rapport aux réseaux sociaux, c'est le décryptage, la mise en perspective, l'analyse, un certain nombre d'éléments comme cela. L'autre aspect, si vous voulez, qui est nouveau dans le cas des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas simplement, je dirais, des concurrents, entre guillemets, sur la mise à disposition d'un certain nombre d'événements ou de faits, mais c'est qu'en même temps, ils ponctionnent complètement les ressources des médias. Si vous regardez aujourd'hui les revenus qui sont tirés, par exemple, des smartphones, eh bien, on s'aperçoit que je crois que c'est 80% de ces revenus vont immédiatement vers si je me souviens bien, Google et vers Facebook. Donc, vous voyez, on a comme ça un déséquilibre extrêmement important entre ces énormes acteurs de l'Internet et les médias traditionnels. Mon micro, il n'est pas activé. Dans certains pays, le journalisme est devenu un métier à risque, un métier, je dirais, presque dangereux. Dans des pays où les journalistes sont souvent les cibles de menaces ou des intimidations, subissent des pressions, sont parfois même assassinés, certains sont carrément tués s'ils ne sont pas emprisonnés. Est-ce que cela n'est pas aussi peut-être une des raisons pour lesquelles un des facteurs des départs des journalistes? Alors, vous avez raison de souligner la question des risques.
il est certain qu'un certain nombre de journalistes, à partir d'un certain niveau de prise de risque, un certain nombre d'expériences dans lesquelles ils vont être traumatisés, soit psychologiquement, soit physiquement, certains vont probablement, à un moment donné, s'interroger sur l'intérêt de continuer, ou vont peut-être essayer, mais pas forcément de quitter la profession, mais là peut-être de trouver des conditions d'exercice de la profession autres. Tout à l'heure, vous m'interrogiez sur est-ce qu'il y a des réponses. Un certain nombre d'entreprises sur lesquelles j'ai travaillé nous ont dit c'est notre rôle de réfléchir avec les gens qui se sont épuisés ou qui ont pris beaucoup trop de risques, qui ont été beaucoup trop traumatisés, pour leur proposer d'autres manières d'exercer le métier de manière moins exposée. Mais si vous voulez, je pense que dans cette question de la prise de risque, il y a une chose qui me frappe, c'est le fait que, y compris dans des pays dans lesquels, je dirais, la liberté de la presse, l'indépendance des médias et des journalistes était comme une espèce d'acquis, une espèce de pilier, comme nous le disions, de la démocratie, y compris dans ces pays-là, on voit que, je l'évoquais tout à l'heure, des attitudes d'hostilité sont apparues que nous ne connaissions pas précédemment. Hostilité, j'évoquais tout à l'heure de certaines sources, et hostilité parfois sur le terrain, par hostilité de la part du public, mais y compris hostilité de la part des pouvoirs. Dans des grandes démocraties, on l'a vu aux États-Unis avec quelqu'un comme Trump, mais on le voit y compris aujourd'hui en France avec le gouvernement actuel, on voit qu'il est devenu assez banal de critiquer, voire d'interférer dans le travail des journalistes de la part des politiques dans des pays où c'était quelque chose qui semblait complètement étranger à notre modèle de société. Alors bien sûr, c'est encore plus le cas dans d'autres contextes sociaux, politiques, où il y a moins, je dirais, cette tradition, cet acquis, et effectivement, comme vous l'évoquiez à l'instant, et avec parfois d'ailleurs des acteurs qu'on connaissait peu. Je pense par exemple tout ce qui tourne autour des mafias et de la manière dont les mafias sont devenues parfois l'un des principaux risques pour le travail des journalistes. Je pense notamment autour des problèmes autour de la drogue dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique latine. Donc c'est vrai que tous ces éléments jouent. Mais il me semble que probablement, et là on rejoint un petit peu ces questions de burn-out, d'épuisement professionnel que j'évoquais tout à l'heure, dans l'épuisement professionnel, il y a le risque, il y a le surengagement, etc. Mais il y a aussi la non-reconnaissance. Et ça, je pense que c'est une espèce de tenaille. C'est-à-dire non seulement on doit en faire beaucoup, on doit beaucoup s'engager, on doit payer beaucoup de sa personne, de sa vie privée, de sa vie personnelle, souvent aussi, mais en même temps, il n'y a pas le sentiment qu'on fait quelque chose d'intéressant, qu'on est reconnu ou qu'on est apprécié, soit par le public, soit même parfois par la hiérarchie et les confrères. Dans votre livre, vous dites aussi que sur la question de la précarité, les femmes qui disent au chômage représentent 25,2% des détentrices de cartes de presse. Est-ce que c'est finalement plus difficile pour une femme d'être journaliste? Alors, on est actuellement en France dans une situation, je précise parce que selon les pays, y compris notre voisin belge, qui est une société pourtant très proche de la nôtre, connaît un niveau de féminisation beaucoup moins important de la profession. Nous arrivons au moment où on est pratiquement à la parité. Nous sommes nous devons être à 47,8% de journalistes femmes. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que les femmes rencontrent un certain nombre de difficultés qui ne sont pas les mêmes que celles de leurs confrères masculins. Alors parfois parce qu'on est dans des contextes où la féminisation a été récente, n'est pas encore admise. On a par exemple un cas comme le journaliste sportif, où un certain nombre de femmes aujourd'hui sont intéressées par cette forme de journalisme, y compris des femmes qui traitent des images, les JRI, et où elles sont confrontées à
à des confrères, voire à des hiérarchies qui leur disent c'est pas pour toi, qu'est-ce que tu fais là, c'est pas ton boulot, enfin, etc. Fais autre chose, etc. Donc il peut y avoir cette dimension-là. Mais si vous voulez, on a aussi vu, alors il y a effectivement ce que vous évoquiez à l'instant, il y a un sentiment de traitement inégal sur les salaires, sur la manière d'évoluer dans la hiérarchie, hein, ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc il y a de la discrimination parfois aussi qui passe par la parole, hein, d'une manière de s'adresser aux collègues femmes qui va être beaucoup plus agressive, beaucoup plus péjoratif, méprisant, etc. Et puis il y a ces questions dont on entendait beaucoup parler, mais dont je n'avais pas totalement pris la mesure par rapport à un panel tel que le nôtre, qui touche autour du harcèlement. Et effectivement, on s'aperçoit que le harcèlement est quelque chose qui est extrêmement répandu. Alors certains nous disent, en réaction à notre enquête, nous disent mais c'est pareil dans d'autres professions, c'est pareil dans d'autres pays, enfin, etc. Peut-être. Une fois de plus, c'est quelque chose qui reste à approfondir et à préciser, mais incontestablement, on a là un facteur qui joue un rôle important, de la même manière que on est dans des sociétés où l'enfantement, de toute façon, restera toujours féminin, mais le fait d'élever ses enfants est souvent aussi délégué aux femmes. Et on va avoir davantage, notamment chez les femmes quarantenaires, ce problème d'un arbitrage entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et là encore, la semaine dernière, j'assistais à une discussion, enfin je participais à une discussion dans un club local autour de ces questions-là, et une femme qui était là dit, ben oui, mais écoute, beaucoup de nos collègues ont renoncé à avoir des enfants. Hein. Donc et là, on voit bien que c'est un sujet d'arbitrer entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Monsieur Charon, c'est l'avant-dernière question. Que pensez-vous du fait que vous êtes obligé de quitter une profession juste parce que vous dépensez beaucoup d'énergie et vous avez un salaire qui ne vous permet pas de joindre les deux bouts? Oui, si vous voulez, moi, ce qui est quand même extrêmement frappant, et là, évidemment, ça rejoint probablement les conditions économiques actuelles, mais il me semble que le problème se posait déjà un peu il y a quelques années avant qu'on entre à ce point dans la crise, c'est qu'il y a quand même un décalage extrêmement frappant entre le niveau de compétence qui est demandé aux journalistes, le niveau, effectivement, comme vous l'évoquiez, d'engagement, le temps de travail et les niveaux de rémunération. Alors, d'une manière générale, contrairement à une image qui a parfois d'ailleurs été entretenue par les journalistes, voire par les médias, en insistant sur quelques gros salaires, quelques stars de la profession, en réalité, on a toujours été vers des niveaux de rémunération médian qui n'étaient pas extrêmement élevés par rapport au niveau de formation. Mais quand on s'adresse à certaines catégories, quand on regarde certaines catégories, et notamment les pigistes ou les freelances, là, on s'aperçoit qu'on arrive à des choses qui sont absolument aberrantes. On a pratiquement 20% des freelances en France qui sont autour de 1 000 euros, voire moins de 1 000 euros par mois, quoi. Donc, donc au-dessous de ce qu'on appelle le salaire minimum interprofessionnel, quoi. Est-ce que vous aurez une dernière chose à ajouter, Monsieur Charon? Bah écoutez, ce que j'aurais à rajouter, je l'ai déjà dit 2-3 fois dans mon propos, ce n'est qu'une étape dans un travail. Si vous voulez, on est quand même confronté, vous l'avez un peu dit au tout début, on est quand même un peu confronté. Moi, ça m'a beaucoup frappé lorsqu'on s'est tourné vers des personnes dans les entreprises pour leur dire, ça pouvait être la hiérarchie, ça pouvait être les ressources humaines, ça pouvait être les syndicats de journalistes, des associations de journalistes, qu'on leur disait, qu'est-ce que vous pensez de nos résultats? On a été frappé par le déni. On lui disait, oh non, on n'a pas observé ça chez nous, ça a toujours un peu existé, de toute façon, ça existe ailleurs dans les autres professions. Enfin, vous voyez, il y a une manière comme ça de ne pas vouloir poser le problème et l'analyser. Donc, si vous voulez, comme je disais, c'est une alerte,
c'est une étape dans une enquête. Cette enquête, on ne la fera pas tout seul, parce qu'on n'en a pas les moyens. Et donc, c'est un peu une invitation auprès à la fois de journalistes, à la fois éventuellement de chercheurs, d'universitaires, pour prendre des morceaux, je dirais, de ce phénomène, pour essayer de l'analyser de manière plus profonde. Par exemple, avec des comparaisons internationales, avec des comparaisons interprofessionnelles, et puis peut-être aussi avec un certain nombre de focus. Là, par exemple, le focus que je développe pour l'année qui vient concerne essentiellement les jeunes, pour essayer d'aller plus loin que ce premier constat qu'on a fait à partir de cette enquête et les éléments que je vous donnais tout à l'heure sur les jeunes. Si vous voulez, M. Charon, ce livre a eu un écho favorable. Il a suscité beaucoup de débats, beaucoup de discussions au sein même des confrères de la profession. Et je pense que c'est une bonne nouvelle qui nous amène à réfléchir sur la réalité même de l'activité du journalisme. Je vous dis merci infiniment d'avoir accepté participer à ce webinaire, d'avoir accepté accorder de votre temps pour discuter avec les confrères, pour partager vos connaissances avec eux, pour discuter de ce livre qui est très intéressant. Je l'ai lu hier et j'ai passé de bons moments à découvrir de nouvelles choses. Merci beaucoup et je rappelle aussi aux participants que nous avons lancé un petit sondage. J'ai envoyé le lien dans la boîte de discussion qui nous permet de savoir si ce webinaire a été riche et intéressant pour vous. Nous vous prions de bien vouloir prendre quelques secondes pour répondre et nous faire part de vos remarques, de vos critiques, de vos suggestions, puisque l'objectif du forum, c'est d'aider les journalistes, de répondre à leurs besoins. Nous avons besoin de savoir les besoins des journalistes afin de mieux y répondre. Et nous vous invitons également le 9 novembre, l'ICFJ honore les journalistes qui ont fait un travail remarquable. Alors, vous pouvez assister, c'est un événement auquel vous pouvez assister. Nous avons le lien disponible dans notre forum que je vous enverrai également par mail. Merci également aux participants, aux participantes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Moi, je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain où nous aurons une autre session sur comment pratiquer sa veille journalistique. Merci encore une fois, M. Charon. Merci infiniment. Bon après-midi, bonne fin de soirée, bonne journée où que vous soyez. Merci encore. Merci de votre accueil. Merci de votre accueil et merci pour cet échange. Au revoir. Au revoir.